Voyons aujourd'hui la question de l'angoisse et de la solitude, et comment l'un et l'autre sont imbriqués, et comment également faire pour sortir de cet engrenage. Comment se sentir moins seul? Pourquoi angoisse et solitude sont-ils liés? Et pourquoi la solitude est-elle si douloureuse? Et on verra également un exemple. Angoisse et solitude sont liés dans la mesure où l'un alimente l'autre. C'est-à-dire que la solitude alimente l'angoisse et l'angoisse alimente la solitude. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous serez forcément angoissé. Il y a des tas de gens qui sont célibataires et qui vivent sans aucune angoisse. Et de même, ce n'est pas parce que vous avez du monde autour de vous que vous ne vivrez pas dans l'angoisse. Donc le fait d'être seul n'est pas forcément générateur d'angoisse. Au contraire, il y a des cas de gens qui vivent dans la solitude et qui vivent dans une grande sérénité, une grande paix. Et au contraire, les gens qui sont dans l'angoisse ne sont pas forcément dans la solitude. Mais il y a une mécanique qui est bien connue et courante, qui fait que les personnes seules, fréquemment, vivent dans l'angoisse et, du fait de cette angoisse, vivent encore plus seules, puisque cette angoisse a tendance à les couper des autres. Donc on va voir cette question-là. Vous avez des gens qui vivent dans des phares ou au large sur des navires ou sur des pontons pétroliers avec très peu de gens autour d'eux et dans une très grande solitude en fait, même s'ils croisent parfois des gens. La personne qui vit dans un phare, c'est assez caractéristique, elle n'y vit pas toute l'année certes, mais enfin ce sont des gens qui vivent quand même durant de longues périodes tout seuls. On a le cas aussi dans l'histoire des ermites, ça existe toujours d'ailleurs. Et qui vivent de manière tout à fait sereine. Donc il est évident que la solitude n'est pas un facteur automatique d'angoisse. En revanche, elle est un déclencheur d'angoisse très puissant dans la société où nous nous trouvons. La majeure partie des gens, pratiquement la totalité des gens, vivent dans une société où la solitude est extrêmement présente, alors qu'en réalité elle est niée. C'est-à-dire que cette solitude est considéré comme soit n'existant pas. Donc vous avez les médias qui vous présentent un monde, c'est Hollywood chewing-gum, donc on est avec les copains, on va dans les rivières se baigner, on fait du surf, on fait du vol à voile, c'est super bien, on est tous ensemble, on rigole, on s'amuse bien. Là c'est Coca-Cola aussi, vous voyez un peu cette ambiance. Les femmes alertes au travail, sont mamans, sont décoratrices d'intérieur, c'est assez formidable. Et donc toutes ces images font que les personnes seules se sentent en marge de cette société-là. Donc en réalité, il y a un déni, c'est-à-dire qu'on voit très rarement un modèle public vanter la solitude. La solitude est considérée comme étant un mal. Et de fait, beaucoup de personnes vivent seules, et en particulier les personnes âgées, puisque nous savons qu'au-delà de 73 ans, les personnes âgées ont en moyenne 3 conversations par an. C'est vous dire l'état de solitude terrible dans lequel elles peuvent se trouver. De ce fait-là, à la fois du fait de la pression sociale, du cinéma, de la publicité, etc., et de la solitude des personnes âgées, la solitude est vécue, est ressentie comme étant un mal en soi. Et donc, elle n'est pas assumée. Et donc, toutes sortes d'angoisses surgissent. Une personne qui est seule ne se sent pas bien dans notre société. Elle n'est pas bien spontanément. Il y en a qui l'assument très bien, il y en a qui sont célibataires et qui l'assument très bien, mais c'est pas facile, et c'est pas facile sur le long terme. Il y a aussi un désir très profond chez l'être humain de provoquer et de rechercher l'amour. Et si ce n'est l'amour, au moins l'amitié, le contact avec les autres, l'attention, la reconnaissance des autres. Et donc, de ce fait, vivre seul n'est pas simple de ce point de vue-là aussi. Les jugements des autres, le regard des autres, sont très souvent utilisés comme un miroir. C'est-à-dire que la société elle a fait quelque chose d'assez étrange. Elle a en même temps favorisé l'individualisme et elle a en même temps dissous, au sens de dissoudre,
les personnalités. Un individu, aujourd'hui, c'est toujours en moyenne, je ne fais pas des généralités, mais en moyenne, a beaucoup plus de mal à vivre seul, se suffisant à soi-même, qu'il y a 100 ans. Et c'est aussi lié à d'autres facteurs dont je ne vais pas faire le détail. Il y a une croissance démographique qui ne va pas durer d'ailleurs. Je le dis au passage pour ceux qui penseraient que nous allons vers une explosion exponentielle de la démographie, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on est plus nombreux qu'il y a 150 ans. Il y avait beaucoup plus de gens seuls il y a 150 ans, mais moins dans la solitude. Parce que les gens, les villages étaient moins populeux par exemple, mais il y avait des imbrications, des liens entre les gens beaucoup plus forts. Le boulanger était proche du savetier, le savetier était proche du vanneur, le vanneur était proche du semeur, le semeur était proche du moulin, le moulin était proche, etc. Vous voyez, donc il y avait des liens. Le prêtre était proche de l'instituteur, même s'il y avait des querelles, il y avait quand même des liens. Aujourd'hui, vous pouvez être dans une société extrêmement populeuse et ne connaître personne. C'est extrêmement d'ailleurs frappant dans nos sociétés modernes, occidentales, parce que c'est pas vrai ailleurs. Dans nos sociétés occidentales, les gens peuvent vivre au milieu de milliers de personnes, dans leur quartier, sans connaître personne. Leurs voisins ils ne le connaissent pas. Ils se croisent, éventuellement bonjour, au revoir, c'est même pas sûr. Et c'est ainsi qu'on voit très souvent à la télévision le cas de gens qui tombent des nues parce qu'ils apprennent que le fils du voisin a été battu ou que la personne âgée est décédée depuis 3 semaines. Personne ne s'en est rendu compte parce qu'il n'y a plus de lien social. Et donc de tout cela ressort à la fois du fait de la société et de l'affaiblissement des personnalités, il y a une angoisse qui naît de la solitude. La solitude est mal vécue. Pas besoin d'en faire des discours très longs, on le comprend tout de suite. Selon ce que les autres projettent comme image de nous-mêmes, dans notre esprit et notre cœur, nous sommes tentés d'évaluer en permanence notre propre valeur. C'est-à-dire qu'on attache une grande importance à ce que les autres pensent, tout en disant d'ailleurs, c'est très intéressant, dans la société occidentale c'est très intéressant, mais beaucoup de gens disent moi je me moque de la vie des autres. La vie des autres ne m'importe pas, je suis libre, je m'assume, je n'ai pas de regrets, etc. Et c'est une chose qu'on n'entend jamais en Orient. Jamais un Japonais vous dirait je me moque complètement de la vie des autres. Au contraire. Et pourtant, on est dans une relation avec 2 pôles inversés, Occident et Orient de ce point de vue-là. En Occident, on prétend que le regard des autres n'est pas important, alors qu'en réalité, il est absolument central dans la reconnaissance que les gens ont d'eux-mêmes, alors qu'en Orient, publiquement, l'image est extrêmement importante. On fait très attention aux autres. On ne fait pas... on n'a pas une attitude égoïste en public, on fait attention à... Je parle en général, bien sûr. On fait attention à laisser les choses propres derrière soi, etc. Et pourtant, la carapace intérieure est plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à nuancer parce que selon les sociétés asiatiques, il y a différents modèles, mais de manière générale, on est un peu moins fragile dans son air, dans son quant à soi. Il y a d'autres fragilités, mais du point de vue du regard des autres, ayant l'habitude d'être en permanence en communication avec les autres, finalement, ça nous blinde d'une certaine manière. Les Asiatiques sont assez habitués au regard des autres. Et donc, ils sont relativement peu dans la relation un peu épidermique qu'on a en Occident, où on a l'impression que les regards sont assez irrités. Vous voyez, il y a une certaine agressivité qu'on ne ressent pas, par exemple, au Japon. Ou en Chine. Beaucoup moins. Il peut y avoir des tensions, etc. Mais il n'y a pas cette espèce de regard sur le regard des autres. Beaucoup moins. En Europe, il est très très important, alors qu'on passe son temps à dire, on lit ça partout, peu m'importe ce que disent les autres, peu m'importe le regard des autres. En réalité, pour l'occidental, pour l'être humain en général, le regard des autres est important, et il faut savoir le prendre à sa juste valeur. Il y a à prendre le regard des autres, on ne peut pas dire ce que je fais n'a aucune importance pour les autres, et ce que les autres font n'a aucune importance pour moi, je me moque complètement du qu'en dira-t-on, je me moque de ce que les autres vous pensent. On ne peut pas le dire complètement, parce que c'est faux. On ne peut pas se détacher complètement de l'impression des autres, et d'ailleurs il est très sage quand on veut évoluer dans la vie, de savoir écouter certains avis critiques, certains avis justes de la part des autres.
Et en même temps, il ne faut pas tomber dans une dépendance à autrui et à l'ambiance générale. Donc il faut une juste distance, ce qui est une notion qui nous est chère, une juste distance. Ni solitude, ni dépendance complète par rapport au regard des autres. Alors ce regard sur le regard des autres, c'est-à-dire la manière dont les gens nous perçoivent, nous est important parce qu'on a besoin de s'aimer soi-même avec justesse, en discernant nos qualités et nos faiblesses, dans un miroir social qui est plus ou moins fiable. C'est donc naturel, c'est tout à fait naturel. Nous sommes tous issus d'une sorte de premier rendez-vous avec nos miroirs originels. Notre père, notre mère, nos parents, et puis nos proches. Dès le départ, nous ont renvoyé une image de nous-mêmes qui nous a en partie façonnés. Le nouveau-né est un chercheur de sa propre valeur, dans les yeux de sa mère. Au début, évidemment, il n'a pas conscience, il n'a pas de moi, il n'a pas un ego, il n'a pas conscience de lui-même, il n'a pas encore le regard sur lui-même, et pourtant, il se fait aussi, il se bâtit, il se construit, il se développe dans le regard de sa maman. Il dépend énormément du regard de sa maman. Sa santé dépend énormément du regard de sa mère, on le sait. Et donc le bébé, qui sera complètement délaissé par sa mère, peut en arriver à se laisser mourir. Ce sont des cas qu'on connaît. Il a donc besoin d'un regard qui le construise. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le corps humain possède un système nerveux parallèle, vital, qui ne se développe qu'avec les regards, les gestes et les paroles de l'amour, ou de l'affection si vous voulez. Et ce système nerveux extraordinaire a besoin toute notre vie d'être activé. Il a besoin que nous le nourrissions essentiellement d'amour. Pas seulement, mais indispensablement. Pas seulement, et ça c'est une erreur qui est commise très souvent, chez les angoissés, très souvent on recherche l'amour, et on ne réalise pas qu'on l'obtiendra par d'autres biais qu'en faisant une quête spécifique d'amour, mais ça on en reparlera. Mais, indispensablement, il faut impérativement recevoir notre plein d'affection, si je puis dire, comme une voiture fait le plein d'essence. Pour fonctionner, on a besoin d'un carburant qui est l'amour. Quelqu'un qui ne reçoit jamais d'amour, de reconnaissance, etc., dépérit. Et l'angoisse est évidemment sur le chemin. Et autour de nous-mêmes, amour pour les autres, on reçoit de l'amour et on en distribue. Donc, amour des autres pour nous, amour que nous donnons pour les autres. Et là, c'est aussi une clé extrêmement importante. Vous voulez de l'amour pour les autres, de la part des autres, donnez-en aux autres. Et donnez-en vraiment. Mais sans vous perdre non plus dans la négation de vos propres besoins. C'est-à-dire qu'on a toujours une balance à faire entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. Et dans le cas des angoissés, nous avons tendance à dire qu'il faut se concentrer sur recevoir plutôt que donner. Beaucoup de gens donnent, sont beaucoup dans le don, la générosité, qui est parfois un peu une fuite en avant pour éviter l'introspection, pour éviter le regard sur soi et le manque d'amour qu'on reçoit. Beaucoup de gens qui ne reçoivent pas d'amour en donnent pour en recevoir inconsciemment, pas seulement pour en recevoir, ils le font de manière spontanément généreuse, mais il y a aussi un besoin de recevoir en retour qui n'est pas compensé. Et à ce moment-là, il est bon parfois de faire un arrêt sur image et de dire est-ce qu'il faut que je continue à me disperser dans toutes les œuvres que je fais, dans tout ce que je peux faire pour les autres, est-ce que je ne pourrais pas maintenant m'occuper un peu de moi parce que au fond il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc ça c'est une chose à faire à notre avis. Il faut commencer par balayer devant sa porte, comme dit le dicton populaire. Il faut s'occuper de soi-même avant de se lancer dans les œuvres caritatives, les associations, etc. Ce n'est pas la première chose à faire. C'est-à-dire que donner de soi-même, sortir de sa solitude en donnant de soi-même, n'est pas ce qui va le plus facilement et le plus rapidement vous sortir dans l'angoisse. Alors, on reviendra sur cette question parce que c'est les solutions pour sortir de l'angoisse, c'est un sujet, évidemment, c'est le sujet de ce blog, et donc on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il est évident que le fait d'avoir des activités à l'extérieur peut énormément vous aider à sortir du regard sur soi-même, qui est le regard de la solitude. Mais il y a aussi des choses à faire pour nourrir l'action à l'extérieur, car si on n'a simplement qu'une action à l'extérieur, sans l'accompagner d'un travail sur soi-même,
eh bien ça ne servira à rien. Je reviens sur cette parenthèse parce que quand on dit que le regard sur soi-même nourrit la solitude, et que la solitude nourrit le regard sur soi-même, il est certain que le fait de ne pas avoir d'activité dans la vie est extrêmement risqué, parce que, évidemment, ça nourrit le regard sur soi-même. Et le regard sur soi-même, quand on n'a pas d'activité, eh bien, ou une activité qui n'est pas valorisante pour soi-même, évidemment, eh bien, ça ne peut pratiquement que déboucher sur davantage d'angoisse. Donc, je ferme la parenthèse, mais il est évident que là, il y a un élément très important. Alors, déjouer la solitude angoissante, quand les miroirs nous manquent, lorsque nous sommes, pour X raisons, isolés, ou que les miroirs ne nous renvoient qu'une image partielle, voire floue, de nous-mêmes, l'angoisse monte. C'est-à-dire que quand les miroirs autour de nous sont faussés, évidemment, l'image est faussée de nous-mêmes. Et donc, angoisse. Et donc, si j'ai une image fausse de moi-même qui m'est renvoyée, il y a l'angoisse. Ça peut être une image pseudo-valorisante. Hein. Vous avez des tas de gens qui sont des stars, qui sont très angoissés parce qu'ils n'ont autour d'eux que des gens qui sont là pour les acclamer, pour dire qu'ils sont extraordinaires, qu'ils sont des dieux, qui les regardent avec un émerveillement, une admiration absolument folle, et qu'ils savent, eux, démesurer. Et donc, ça fait naître une angoisse. C'est évidemment le cas des gens qui, autour de vous, n'ont qu'un regard négatif sur vous. La critique, ou le fait que vous n'existiez pas, ne vous regarde même pas, ou très peu, ou pas bien. Le regard, il dit énormément de choses. Vous savez très bien si quelqu'un vous regarde comme il le devrait, ou s'il ne vous regarde pas. Vous le voyez tout de suite. Eh bien, ça, c'est évidemment une source d'angoisse. Et donc, il est, à ce stade, indispensable d'avoir d'autres miroirs. Il faut avoir des miroirs justes, mais qui soient actifs. Il ne faut pas des miroirs flous ou cassés. Il faut des miroirs actifs. C'est-à-dire qu'il est important que vous ayez autour de vous des gens qui vous regardent, qui vous considèrent de manière active, pas pour vous flatter, pas pour vous faire plaisir, mais pour vous retaper en vous resituant dans votre véritable dimension. Et donc, quelle est votre véritable dimension ? Eh bien, ça, c'est encore un autre chapitre, je ne vais pas le développer ici, mais c'est un sujet absolument central. Qui êtes-vous vraiment ? Et comment est-ce que vous allez pouvoir être dans une plénitude dans le regard des autres ? C'est un sujet à part entière. Comme l'angoisse alimente l'angoisse, évidemment, les gens vous évitent. Parce que la société n'est pas spécialement réjouissante et qu'on n'a pas forcément envie de tomber plus bas dans la désespérance. Donc il est évident que l'angoisse vous coupe des autres. L'angoisse est un vecteur de solitude. C'est certain. Contre-coup non moins ennuyeux, du fait que l'angoisse a quelque chose de contagieux, on finit par constater que notre angoisse a favorisé, voire créé, celle de quelqu'un d'autre. Ce qui vous angoisse encore plus. Vous vous dites, eh bien, oui, j'avais une bonne copine, eh bien, je lui ai foutu un peu de cafard, elle va moins bien, et on se dit qu'on a communiqué son angoisse à quelqu'un d'autre. Et donc, de ce fait, on n'a plus envie d'aller au-devant des autres, parce qu'on se dit, il vaut mieux que je sois seul, parce que je vais finir par faire des bêtises, je vais finir par foutre la poisse à tout le monde. Il est certain que l'angoisse ne va pas vous amener des foules. L'angoisse est plutôt un repoussoir. Vous n'allez pas avoir des gens frapper à votre porte, venir à vous. Si vous sortez dans un bar avec des amis, vous ne serez pas la personne vers qui tous les regards vont converger, c'est évident. Dans l'angoisse, on est plutôt repoussant, entre guillemets. Je ne dis pas repoussant au sens physique, mais on est plutôt repoussoir pour les autres, plutôt qu'attractif, plutôt qu'un aimant. Donc il est certain, déjà ça c'est un point je pense que vous pouvez inscrire dans votre réflexion, c'est que votre angoisse, elle est en train de griller vos relations aux autres, et en particulier vos relations vis-à-vis de ceux que vous aimez, ou dont vous aimeriez vous rapprocher. Donc du fait de ce que je viens de dire un instant, le réflexe qu'on va avoir, c'est que beaucoup d'angoissés à la fois veulent une relation avec d'autres, mais ayant peur d'être à la fois repoussoirs et éventuellement de communiquer aux autres leur angoisse, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Alors la question c'est comment sortir de cette angoisse sans les autres ou sans la leur communiquer.
Donc il s'agit de savoir comment faire. Il faut se laisser guider, à notre avis, par ceux qui savent vous conduire au travers d'un processus naturel. Ce n'est pas l'objet de cet article, mais il est clair que si d'une part, il ne faut pas communiquer son angoisse ou croire qu'il faut éviter les autres, ce qui vous coupe des autres, d'autre part, il faut tout de même sortir de ce traquenard qui est un cercle vicieux. L'angoisse alimentant la solitude alimentant l'angoisse. Et donc il faut se décider à trouver la bonne aide. Donc c'est une décision à prendre. On peut être angoissé et pourtant avoir une résolution. Et la résolution, c'est la première des clés de l'angoissé. Il faut avoir une résolution de se dire, j'en ai marre, c'est fini, je vais sortir de cette situation. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est piétiner dans les sables mouvants. Se ressasser, toujours les mêmes trucs. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'activité, c'est une clé, on en reparlera, mais il y a aussi une résolution à prendre. Et c'est pour ça que ce site est fait, c'est vous aider à ce stade à produire ce déclencheur. Prenons maintenant un exemple. L'angoisse et la solitude des enfants séparés de leurs parents. Quand un enfant placé par les services sociaux arrivait dans la famille de Diane, il s'est retrouvé seul. Seul face à son passé, face à sa solitude, induite par l'absence de ses parents, seul face à ses peurs, dans son silence, honteux de ce qu'il a provoqué, de cette rupture, et souvent très agité par conséquent. Parce qu'un enfant, lui, il exprime beaucoup dans l'énergie tout ce qu'il refoule. Donc il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc à ce moment-là, que devaient faire Diane et sa famille pour ses enfants? Il fallait un long processus de mise en confiance dans le respect, la patience, l'espérance, la fermeté également. Parce qu'il n'était pas question de se laisser envahir par une agitation débordante, objet d'un refoulement et de tension, etc., etc. Et tout ça, conjugué, ouvrait une porte dans le silence de l'enfant, dans les non-dits de l'enfant. Ça ouvrait une brèche. Et une fois que l'enfant autorisait sa propre parole, une fois qu'il s'autorisait à une relation différente, il pouvait rentrer dans une complicité. Les angoisses et la solitude étaient toujours là, chez cet enfant, mais en leur temps, elles étaient partagées. Chacune de ces angoisses, s'il y en avait plusieurs, faiblissait progressivement. Donc déjà, l'enfant sortait d'une solitude absolue pour entrer dans une nouvelle relation, et de là, les angoisses étaient grignotées progressivement jour après jour. Donc ça, c'était la méthode qu'employait cette famille d'accueil. Famille d'accueil qui a excellé dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles d'accueil qui ne sont pas à la hauteur, mais il y en a eu quand même à une certaine époque. Et donc cette famille-là, qui exerçait il y a une vingtaine d'années, faisait un travail très réputé d'accueil des enfants qui étaient en souffrance dans l'angoisse et dans la solitude. Après ce début de travail relationnel, pouvait venir le temps de l'écoute. Donc rassurer, la personne anxieuse va pouvoir tisser du lien avec les personnes qui l'entourent. Une fois qu'il est rassuré. Comment rassurer quelqu'un au sujet de ses angoisses? C'est pas en lui donnant des médicaments, ce n'est pas en lui disant qu'en fait tout va bien et que ses problèmes c'est pas si grave. Certainement pas. Mais c'est en lui donnant des réponses et des solutions à ses angoisses. Les enfants, en général, s'interrogeaient ainsi. Pourquoi ces personnes que je ne connais pas, et que je ne connaissais pas du tout il y a peu de temps, veulent-elles s'occuper de moi? Que veulent-elles me dire? Que savent-elles de moi que je ne sais pas? En général, ces questions sont induites. Elles ne sont pas clairement exprimées par l'enfant. Mais c'est sous-jacent. Et tant que vous n'avez pas résolu ces questions-là, eh bien, l'enfant, l'angoissé en général, ne pourra pas sortir de sa défensive. Il sera de toute façon les griffes dehors parce que il y a trop d'interrogations et ça
ça représente devant ses yeux un nuage obscur qui masque l'horizon. Donc il n'y a pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, il faut se mettre sur la défensive. On se sent agressé. En fait, c'est tout à fait naturel, hein, quand il n'y a pas de solution. On se sent dans une agression. Quand il n'y a pas de solution, on est dans une agression, en fait. S'il n'y a pas de solution, c'est que l'être humain n'est pas capable de vivre sans solution à ses problèmes. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Avoir un détachement quand on a de très grands problèmes, c'est extrêmement difficile. Et on ne peut pas exiger d'une personne qu'elle soit capable de vivre sereinement en ne trouvant pas de solution. Donc il faut de toute façon, même si on a un très grand ermite, il faut avoir une lumière à venir. Même si tous les problèmes ne seront pas réglés, à la fin, à la toute fin, il y aura... les choses se passeront bien, les choses finiront bien. Les choses finiront bien, se passeront bien. Même si ça passe par des tribulations. Et encore, il y a de nombreuses angoisses qui restent, qui demeurent, alors même que la personne sait que ça se terminera bien. Forcément. Pour tous ces enfants, Diane et sa famille, et Diane a commencé à faire ça toute petite, donc elle est née avec des enfants accueillis à la maison, donc elle a tout de suite eu ce réflexe de s'occuper des enfants angoissés, désespérés, extrêmement stressés, violents parfois. Donc elle connaît ça par cœur. Pour tous ces enfants, il y avait une réponse commune. Les personnes autour de toi, tes proches, ont des faiblesses, et tu en as souffert. Nous qui t'accueillons aussi avons des faiblesses. Le monde qui t'entoure, la société a des faiblesses. Tu n'es pas parmi les dieux de l'Olympe. Tu n'es pas une toute petite chose au milieu des géants, c'est pas vrai. Tu as des faiblesses, nous avons des faiblesses. Mais sache et souviens-toi toujours de ceci, tu es un enfant, un être humain, et tu fais partie d'une communauté d'individus, certes plein de faiblesses, mais aussi plein de forces. Et de plus, des tas de gens ont vécu ce que tu as vécu, des tas de gens vivent ce que tu vis, ce que tu ressens. Tu n'es pas le premier de l'histoire de l'humanité à vivre la situation que tu vis. Et beaucoup s'en sont très bien tirés, malgré toutes les souffrances et malgré toutes les difficultés que tu connais et qu'elles ont pu connaître. Que ces personnes ont pu connaître. Nous sommes là pour toi. Nous t'avons fait une place parce que l'humain est ainsi fait, il est aussi capable du meilleur. Tu es capable du meilleur. À ce moment-là, évidemment, comme on annonce comme ça une valeur, tu es capable du meilleur, c'est une affirmation assez forte. L'enfant a tendance à se demander, pas forcément en le disant d'ailleurs, mais il se demande au fond de lui-même, qu'est-ce que c'est que le meilleur? Qu'est-ce que c'est que le meilleur de moi-même? Et donc la personne qui l'accompagne, même si l'enfant ne pose pas la question, l'enfant y pense, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la personne qui l'accompagne lui dit, il y a des qualités en toi. Et toutes les qualités qui sont en toi, tu en feras ce que tu voudras et ce que tu pourras. Et ce sera ça ton meilleur à toi. Et c'est en fonction de ce que tu feras qu'on verra ce dont tu es capable. Ce sont tes qualités qui sont l'objet de ta quête maintenant. Pour l'instant, tu es dans la jungle, tu es dans le désert peut-être, tu es dans une situation extrêmement difficile, mais tu vas trouver tes qualités qui vont te servir à bâtir ta vie. Grâce à elles, tu vas focaliser ton attention sur ce qu'il y a de bon en toi et tu seras capable de produire le meilleur. C'est quelque chose qui peut se dire sur un long terme. On peut expliquer à l'enfant, on peut expliquer à la personne progressivement des choses de ce genre. Il y a d'autres choses à faire, c'est pas suffisant. Mais cette parole-là est quelque chose qui permet de reconstruire l'enfant, l'adulte aussi, et de l'aider à se redécouvrir soi-même. Dès lors qu'on sait qu'on a un potentiel fantastique et des qualités, eh bien ça va déjà mieux. Angoisse et solitude, sur ce chemin quotidien d'apprentissage, battent en retraite, progressivement. Chez l'enfant, c'est extrêmement net. Alors à ce moment-là,
la honte, la culpabilité, l'anxiété, le stress, la peur, la solitude. Toutes ces tensions générales sont canalisées et diminuées, rééquilibrées d'abord, puis réorientées. On en retire une énergie qui est comme recyclée et qui sert à de meilleures causes. Évidemment, ces enfants ne savaient pas qui ils étaient. Peut-être que vous-même, vous ne le savez pas non plus, vous ne vous connaissez pas assez, pas suffisamment. De toute façon, personne ne se connaît parfaitement. Moi, je ne sais pas ce dont je serai capable dans 10 ans. Peut-être que je ferai des choses extraordinaires, et c'est bien de le penser, c'est bien de le croire, et c'est bien de mettre tout en œuvre pour y arriver. Mais quoi qu'il en soit, quand on n'est pas bien, il est bon de savoir qu'on a des potentiels, on a des choses qui nous restent à faire, à accomplir, et que rien n'est joué. Apprendre à se connaître finement, dans le regard d'une personne bienveillante, est essentiel. Et on voit bien que chez les enfants, la solitude n'est vraiment pas la solution. La solitude chez un enfant est catastrophique. Il lui en faut, parce qu'il lui faut du temps de contemplation, et il ne faut pas en permanence occuper son psychisme avec des activités, des discussions, etc. Parce que c'est une source de tension aussi. Il faut savoir ne pas parler à un enfant et le laisser tranquille. Un enfant est davantage capable de vivre la solitude d'ailleurs qu'un adulte. Ça, on en reparlera, mais c'est un aspect important. L'enfant le vit plus facilement parce qu'il peut se créer ses propres univers, ses propres jeux. Il peut se réfugier dans une solitude. C'est plus difficile pour l'adulte. Mais il faut de temps en temps l'accompagner, lui donner une parole juste. Et en particulier, lorsque on lui donne des choses à faire, des choses qui vont le valoriser à son propre regard, grâce à sa réussite personnelle, il y a des paroles à donner à ce moment-là, qui accompagnent cette renaissance de la personne, de la personnalité. Et par la suite, évidemment, quand la personne est retapée, eh bien, ce premier miroir qui lui a renvoyé une image positive d'elle-même n'est plus nécessaire. L'accompagnant n'est plus nécessaire. Et ajoutons tout de suite qu'un accompagnant qui reste sur une longue période est un accompagnant qui échoue. Donc nous disons très clairement, les psys qui ont des patients ou des clients sur plusieurs années sont des gens qui ne font pas leur travail, ne sont pas compétents. Un bon psy ne devrait plus avoir de clients au bout d'1 an, maximum 1 an et demi. Au-delà, il n'est pas compétent, il vous prend votre argent pour rien. En général, le coaching, c'est maximum 1 an. 6 mois à 1 an, on a résolu les plus graves situations, les cas les plus graves. Sauf pathologie, évidemment, mais là, c'est plus du coaching. C'est le coach, il doit savoir s'il a fait une pathologie, il le sait, donc on ne fait pas du coaching à quelqu'un qui est dans une souffrance pathologique. Mais encore une fois, le miroir bienfaisant, la personne qui est là pour accompagner, n'est plus nécessaire au bout d'un certain temps, qui diffère évidemment selon les personnalités, la situation, le vécu, etc. Mais il n'est pas destiné à rester. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, vous sortez l'enfant de sa solitude, en l'aidant, et puis, à terme, eh bien, vous allez renvoyer cet enfant vers lui-même, et en passant par sa propre solitude, il va se retrouver tout seul parce que vous ne serez plus là, eh bien, il va se rebâtir ses relations. Peut-être que vous l'aurez aidé à rencontrer d'autres personnes aussi, il peut se refaire des relations et des aides grâce aux gens que vous allez lui présenter, mais pas forcément. Il peut très bien repartir seul. C'était le cas, des enfants qui partaient de chez Diane à 16 ans, 17 ans, 18 ans, parfois plus tard. Eh bien, ils repartaient tout seuls dans le monde, mais ils avaient au cœur une amitié et une image d'eux-mêmes qui leur permettait d'affronter une solitude qui n'était que passagère. L'image mentale de la personne se retrouve ainsi restaurée, elle est gravée dans votre esprit et elle vous suit désormais partout. Elle vous libère de la recherche inlassable de votre valeur dans le jugement et la présence d'autrui. Donc de cette manière, vous aurez grandi et vous aurez en vous une forteresse inexpugnable. Voilà.